Bonjour Jean-Claude Bouillon-Becker. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fils de Joséphine Baker. Vous êtes aussi producteur, auteur. Vous sortez Un château sur la lune. C'est aux éditions hors collection. Vous y racontez votre enfance et à travers votre enfance, c'est votre mère que vous racontez. On va y revenir. D'abord, il y a l'actualité du jour, évidemment, et cette cérémonie tout à l'heure. Votre mère va faire son entrée au Panthéon. C'est la première femme noire, la 6e à être panthéonisée. Pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Comme vous le dites, la première femme noire, c'est déjà assez singulier en soi. Évidemment, il y a des femmes qui l'ont précédée qui sont extraordinaires, admirables, dignes d'admiration, Simone Veil, Marie Curie. Mais Joséphine Baker, c'est une sorte de changement dans cette histoire du Panthéon qui est longue et qui en même temps, j'espère qu'il va s'ouvrir maintenant dorénavant une sorte de diversité plus large et plus grande pour faire rayonner la France, parce que je crois que c'est le côté de la France qu'on aime, c'est un peu l'honneur, la beauté de la France lorsqu'on voit un symbole comme ça arriver au Panthéon. Vous racontez dans votre livre avec beaucoup d'amour et d'admiration votre mère au parcours incroyable. Elle qui a dit « C'est la France qui a fait ce que je suis et je lui garderai une reconnaissance éternelle ». Qu'est-ce qu'elle ressentirait aujourd'hui de voir la France, la célébrer ainsi, de se voir entrer au Panthéon? Une sorte d'apothéose intérieure, évidemment, intime, qui serait en elle, secrètement, mais elle était dotée d'une sorte d'humilité et d'altruisme en même temps. Et que vous savez, comme tous les grands artistes, ils sont en général très humbles. Et elle aurait dit d'emblée, la France me fait trop d'honneur. Et puis, dans un deuxième temps, revêtant son costume de scène, celui qu'elle préférait, c'était son costume militaire, avec ses médailles militaires. Donc je pense que là, effectivement, c'est la France. Elle aurait été complètement, je veux dire, intérieurement bouleversée. Jean-Claude Bouillon-Becker, est-ce que ça vous ennuie qu'Éric Zemmour déclare sa candidature à la présidentielle aujourd'hui? Ça ne m'ennuie pas je ne pense pas que ce sera la journée d'Éric Zemmour, même si les médias sont obligés de se faire l'écho de sa candidature, bien naturellement, mais je vois plutôt l'affrontement de deux symboles, un symbole de tolérance, de générosité, d'ouverture sur l'autre, d'apport à la diversité française, à l'histoire, à la culture française, un don de soi, entre guillemets, mais le vrai don de soi, celui-ci, avoir partagé tout de suite le combat de la France auprès du général de Gaulle, alors qu'il y en a beaucoup qui s'en réclament, mais on ne sait pas ce qu'ils auraient fait à ce moment-là. Et puis, de l'autre côté, eh bien quelqu'un qui est racrapoté, qui comment dire, fait l'éloge un peu d'une France archaïque, passéiste, cette indignité faite aux femmes, les propos que j'ai entendus, qu'elle aurait entendus, elle aurait combattu complètement. Ça, j'en suis persuadé. Et puis, je veux dire, Zemmour, c'est quoi? Vous allez voir, moi je vous fais le pari que tout ça va se dégonfler assez rapidement maintenant. Les soutiens d'Éric Zemmour disent au contraire que c'est un hommage à Joséphine Baker et qu'Éric Zemmour incarne les valeurs que Joséphine Baker incarnait. Alors là, je suis vent debout. C'est ce qu'ils nous ont dit en direct sur LCI. Mais comment peut-on dire des choses pareilles? Pétain sauvant des Juifs? Mais comment peut-on dire des choses pareilles? Il n'y avait pas plus antisémite que Pétain. Je pense que ce personnage, Zemmour, je pense qu'on l'a hissé un peu trop haut. On en a fait un historien, un écrivain, j'ai lu sa prose, excusez-moi, elle n'est pas bouleversante, de talent. Il voulait se prendre pour Flaubert, il ne l'est pas, etc., etc. Donc moi, j'aimerais bien le rencontrer un jour et lui dire ce que je pense, les yeux dans les yeux, sans agressivité, sans haine. Mais c'est tout. Mais je veux dire, je pense que quelqu'un dit... Il y a quelque chose, il y a un socle français quand même de l'humanisme, etc., qui existe, qui a été représenté par tous les gens qui sont au Panthéon. Que ce soit Émile Zola, que ce soit Victor Hugo, ça a été des contempteurs de l'injustice. Ils se sont battus pour les misérables toute leur existence. Et comment on va comparer des gens comme Zemmour avec... pas les comparer, mais je veux dire mettre en opposition. C'est impossible, absolument impossible. Parce que votre mère était noire, parce qu'elle était à la fois une artiste, une espionne, terriblement américaine et en même temps incroyablement française, parce qu'elle a été à bien des égards disruptive et la quintessence du et en même temps. Il a beaucoup été dit que cette panthéonisation était peut-être, plus que d'autres, très politique. Est-ce que c'est votre sentiment? Et si c'est le cas,
Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Non, ça change rien. Je pense que bon, tout ça, on n'est pas naïf non plus. On est comme vous tous. Il y a toujours des circonstances qui amènent quelqu'un à un endroit, et on peut s'interroger sur le pourquoi de l'opportunité du moment. C'est évident. Mais, je pense que moi, le président a au moins eu l'audace. On ne pourra pas lui faire ce reproche d'envoyer entre guillemets Joséphine Baker au Panthéon. Je veux dire, vous savez, c'est une longue marche, Joséphine Baker au Panthéon. Ça avait commencé il y a 7 ans, avec une tribune De Régis Debray. de Régis Debray qui était merveilleuse, de singularité, que j'ai rencontré après. Il m'a expliqué les liens qu'il y avait entre lui et ma mère à Cuba. Bon, commencé. Et bon, c'était une longue marche. C'est comme Barack Obama, il n'est pas arrivé tout seul à la Maison-Blanche. Malgré son talent, il y a eu un cheminement avec des petits cailloux, chacun a amené sa pierre. Rosa Parks, Joséphine Baker, Martin Luther King et bien d'autres. Tout ça, ce sont des longs chemins et enfin, les portes s'ouvrent devant quelqu'un qui est... Mais moi, ce que je reconnais, ce que je constate, média après média, semaine après semaine jusqu'à aujourd'hui, c'est une sorte de consensus général quoi, autour de sa personne. Et ça, c'est merveilleux parce que, vous voyez, je m'interrogeais. Je me disais, est-ce que, par exemple, l'extrême droite ne va pas lever de bouclier voilà. Mais non, je crois qu'effectivement, à partir du moment où on dévoile des aspects de son existence, qu'on enlève l'étiquette simplement de ces merveilleuses petites bananes qu'il a ceinturées aux Folies Bergères, eh bien, on s'aperçoit que la résistance, le premier jour engagé, elle aurait pu mourir, elle aurait pu être tuée, elle aurait pu être torturée comme les autres. Je veux dire, c'était quand même une guerre éminemment raciale, la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle elle était noire. Et puis ensuite, les combats contre la ségrégation, l'affrontement contre les États-Unis, etc., etc. C'est pour ça qu'elle va au Panthéon. C'est pas pour ses qualités simplement d'artiste et de grande artiste internationale. Évidemment que c'est pour ça. Évidemment, c'est un symbole de courage, de liberté, d'ouverture aux autres. Et c'est à cette femme que la patrie sera éternellement reconnaissante. Ce qui est frappant aujourd'hui, la France rend hommage à Joséphine Baker, c'est que dans votre livre, vous commencez par raconter qu'elle termine sa vie ruinée. Elle est expulsée de sa propre maison. Cette femme à qui la France doit tant est expulsée de sa propre maison, vous le racontez, c'est un choc pour vous. Elle ne peut plus payer, elle est abandonnée de tous. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette entrée au Panthéon, la République répare, d'une certaine manière, son ingratitude à l'époque? On pourrait le voir comme ça, c'est joliment dit et joliment vu. Finalement, je commence par là, je commence par la fin, tout simplement. Enfin, pas véritablement la fin, parce qu'après, ce sera un phénix et elle renaîtra jusqu'au dernier triomphe à Bobino. Mais, vous avez raison, cette indignité qui lui a été faite, une sorte d'ignominie même, je dois dire, expulsée manu militari quand même par cette... Par des peintres en bâtiment des qui peintres viennent de avec... Clermont-Ferrand, foutre dehors la négresse avec Arde et Oripeau. C'est ce que vous dites dans votre livre. Oui, et alors qu'elle avait le droit d'y rester, vous savez, la trêve hivernale existait à ce moment-là, et elle s'est barricadée. Finalement, j'ai appris comme ça c'est la première femme qui a fait la grève de la faim, tout simplement, dans l'histoire de la société moderne. Et elle était éclairée à la bougie. C'est vous dire à quel point son idéal de fraternité lui tenait à cœur. C'est pas pour défendre un bout de château. Ma mère a eu beaucoup d'argent toute sa vie. À partir du moment où elle est arrivée à Paris, elle a gagné des sommes considérables. Elle habitait au Vésiné à Manon. C'est pas du tout l'argent, c'est l'idéal, l'idée qu'elle se faisait, tout simplement, de la condition de l'être humain et de la dignité de l'être humain. Cette idée de réparation, elle est importante parce que c'est une blessure, ça a été une blessure pour votre mère qui a été déçue à ce moment-là. Vous dites, elle a découvert une France haineuse, égoïste, cupide, avec laquelle elle se débattait depuis des années. Et elle se demandait comment cette France puisse être aussi éloignée de celle qui lui avait ouvert les bras en 1925. Évidemment, sur ces marches ignobles, je pense que tout ça l'a traversée terriblement, effroyablement, douloureusement. Assise des heures sous une pluie glaciale, en robe de chambre, effectivement. Alors là, on constate, si on ne savait pas que c'était Joséphine Baker, on aurait pu la prendre pour une pauvre petite négresse, une vieille négresse du sud des États-Unis qui expulsée de sa maison dans des temps immémoriaux de l'esclavage et même après. Donc je trouve que là, évidemment, il y a quelque chose qui a dû être abasourdi, quoi. Je pense que c'est nous, à ce moment-là, nous, ces enfants qui avions 15 ans et qui ne pouvions rien faire, malheureusement, nous étions une sorte de symbole encore impuissant. Eh bien, peut-être là, avons-nous permis qu'elle ne tombe pas en une sorte de cataplexie, quoi, si vous voulez.
et qu'elle se relève plus tard, parce qu'elle avait le sens du devoir, elle avait adopté des enfants avec mon père, et elle irait jusqu'au bout de cette aventure. Il y a une question qui se pose quand on vous lit, c'est l'architecture de votre famille. Vous étiez 12 enfants, je crois, 12 enfants adoptés, vous êtes le 5e. Votre mère voulait créer une tribu arc-en-ciel, une sorte d'utopie pour montrer que des enfants de différentes religions, de différentes nationalités pouvaient vivre ensemble et former une famille. Sur cette question-là, est-ce qu'elle a réussi ou pas? Ben absolument, absolument. Et je fais toujours pendant un autre personnage merveilleux et extraordinaire que vous connaissez et que vous admirez certainement, c'est Nelson Mandela. Et Nelson Mandela avait prôné, lui, la nation arc-en-ciel pour la réconciliation. Et ma mère, antécédemment, donc, a créé sa tribu arc-en-ciel. Donc c'est ces deux êtres-là qui ne sont jamais rencontrés, parce que quand Nelson Mandela et ma mère est morte, il était encore en prison. Mais je pense que ces deux-là auraient été non pas des frères d'armes, mais des frères d'âme, si vous voulez. Vraiment, ils avaient le même sens de la réconciliation, de s'élever au-dessus des mesquineries, des couleurs de peau, des odeurs, des différences de culture, de ce qui... Voilà, je veux dire, transcender tout ça pour faire une sorte de nation. C'est pas une utopie. C'est là où je vois que c'est pas une utopie. Voilà, quand je dis, évidemment, le château c'est la Lune, c'est une métaphore, c'est une étoile inaccessible quelque part, mais ça reste un rêve suspendu dans l'avenir du monde. C'est un très bel hommage, cette entrée au Panthéon, le plus bel hommage qu'on puisse rendre à votre mère Joséphine Baker. Il y a un autre hommage qui a été... Pardon, vous dites Baker et pas Baker. Pourquoi dites-vous ça comme ça? C'est pas moi qui le dis, parce que c'est elle qui le reprenait mais gentiment, comme je viens de le faire. On dit Baker. Non, Baker. Baker. À quel point elle francisait, à quel point elle se sentait française. Voyez. Eh bien, puisqu'on parle de la France, elle est née aux États-Unis, et je voudrais vous montrer ces images à New York, où l'Empire State Building a été illuminé aux couleurs de la France pour rendre hommage à votre mère, la plus française des Américaines ou la plus américaine des Françaises. C'est selon. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça, c'est très beau. Ça, je suis très touché parce que j'ai découvert cette image ce matin et avec mon frère qui est resté là-bas. Donc, vous voyez, c'est les deux ponts, les deux côtés de l'Atlantique. Et quand je pense que ma mère, en 1925, lorsqu'elle a quitté le port de New York, qu'elle a dit plus tard, c'est quand j'ai vu disparaître la statue de la liberté que je n'ai plus eu peur. Vous vous rendez compte le symbolique à l'envers, à front renversé, alors que les immigrants arrivaient, eux, ils disaient c'est le pays de la liberté. Et elle quittait en disant je n'ai plus eu peur. Bon, ensuite, il y a eu cette immense réconciliation dans les années 60 avec le visa de Bob Kennedy qui lui a été donné. Vous avez d'ailleurs assisté aux funérailles. J'ai assisté aux funérailles, bien sûr. Vous racontez comment votre mère, dans l'avion, prend une épingle. Vous avez bien lu le livre, c'est bravo. Et des petits drapeaux français sur vos... Non, des écussons. Des écussons français. Vous allez à l'église, à cette cérémonie, à ces obsèques, avec ces petits écussons. Vous êtes 4 ou 5 enfants avec elle, les grands. Six, voilà. Les 6 grands, les 6 petits. On l'avait obligé... elle avait pris l'habitude de... Elle connaissait tout le monde, votre mère. Oui. Non, mais attendez, il y a une raison très précise aussi. Encore une fois, un des moteurs essentiels de la personnalité de Joséphine Baker, c'est la reconnaissance. Il faut savoir, elle fonctionne à ça. Une énergie phénoménale et une reconnaissance absolue. La France a fait de moi, etc., etc. Donc elle s'engagera au premier jour. Et Bob Kennedy, qui était l'attorney général, donc le ministre de la Justice de son frère John, lui avait donné un visa de retour pour la marche de Washington. Donc elle n'a jamais oublié ce geste, parce qu'elle avait été fichée au FBI précédemment aussi, il ne faut pas oublier, donc persona non grata aux États-Unis. Évidemment, lorsqu'il se fait assassiner à l'hôtel Ambassador à Los Angeles, ni une ni deux, la France est paralysée, on est en 68. Il n'y a plus un train, plus un avion, plus rien du tout. On fonce à Mérignac, Bordeaux. Mérignac, il y avait 2 avions, un qui allait à Chicago, la Paname, un autre qui allait à New York. On se tombe dans celui de New York. Et elle cousait effectivement des écussons France. Alors on avait des blazers de flanelle tout à fait indiqués pour 40 degrés à New York, n'est-ce pas? C'était au mois de juin. Donc oui, c'était une étuve totale. Et les hôtesses de l'air la regardaient médusées, mais ça c'est Joséphine Baker. Elle sortait son dé à coudre. Et on arrive dans la Saint-Patrick, le catafalque était déjà là, avec le drapeau américain. Et à un moment donné, maman s'était changée dans l'avion. Elle avait revêti l'habit de circonstance, c'est-à-dire tout en noir avec une mentir. Et elle s'éloignait au bout d'un moment. Elle est allée dans un coin, je m'en souviendrai toujours.
Les deux personnes qui étaient habillées comme elle, qui ont soulevé leur mantille, c'était les deux veuves, Ethel Kennedy et Jackie Kennedy. Ouais, vous racontez l'échange des regards entre toutes et la puissance de ces Oui. regards. Quelques jours, quelques semaines après, elle est sur les Champs-Élysées pour défendre le général de Gaulle, pour marcher avec ces centaines de milliers de personnes. C'est ce que dit l'histoire, en tout cas, pour soutenir le général. Oui, elle y a été à Périgueux, elle y a été C'était un engagement avec le sans V de la fin, votre mère. victoire. Un V de la victoire alors qu'on est en train de tout perdre. Je veux dire, n'importe qui aurait pensé à sauver des meubles, c'est le cas de le dire, enfin je ne sais pas. Alors, elle, non, ça y est, le général de Gaulle, c'est son chef de guerre. C'est une gaulliste, ce qu'on appelle historique de la guerre. Donc, et moi, j'avais une lettre au-dessus du bureau de ma mère, chère mademoiselle Baker, je sais les services que vous avez rendus à la France, ça c'est le général de Gaulle. Et elle signait certains de ses courriers en 1938, j'ai retrouvé des courriers, elle signait « Une fille de France ». Comme Jeanne d'Arc, quoi. Oui, Grâce à vous et grâce à cette entrée au Panthéon, beaucoup de gens qui nous regardent et qui vont évidemment suivre la cérémonie qui sera évidemment diffusée en direct sur LCI, découvrent toutes les facettes de votre mère, toutes les facettes de son combat, son courage, son parcours incroyable. Vous écrivez à votre mère « La mort et le temps n'ont cessé de te grandir dans le cœur des femmes et des hommes ». Et c'est vrai, comment vous l'expliquez ? Mais je crois que c'est ça, c'est un processus. Pendant très longtemps, il y a eu la Joséphine d'avant-guerre, c'est-à-dire l'icône absolue des années folles, cette parenthèse enchantée de 1925 à 1936 au Front populaire. Et puis ensuite, la guerre, et tout change. La conscience arrive. Ce que je dois à la France, je ne serai plus jamais la même. Je retourne aux États-Unis, la ségrégation. Enfin, voilà. Donc c'est l'épaisseur humaine du personnage qui prend le dessus sur l'artiste, entre guillemets, légère, si je puis dire, et iconoclaste. Et donc, à partir de là, elle ne cessera d'être et en plus adjointe avec ce symbole que nous étions, qui était un peu pénible de temps en temps, je dois dire, d'être trimballé à droite à gauche sous les feux des journalistes, mais en même temps, ça nous a permis de rencontrer Fidel Castro à l'époque de la belle époque de Cuba et de comprendre le lien qui unissait, parce que là-bas... Ce qui lui a été reproché, aux États-Unis, elle était à un moment donné interdite de territoire et il a fallu que Kennedy, on l'a dit, intervienne pour qu'elle puisse participer à la marche organisée par Martin Luther King. C'est ce que je disais, mais enfin... Vous savez, aux États-Unis à cette époque, il y avait le macartisme. Il faut bien situer l'époque. Et si vous émettiez une idée socialisante, même pas communiste, vous étiez taxé de communiste, de rouge. Charlie Chaplin a été expulsé en même temps qu'elle, son ami Charlie Chaplin, il faut le savoir. Ça. Vous évoquiez les valeurs incarnées par votre mère. Qu'est-ce qu'elle doit nous dire, cette entrée au Panthéon aujourd'hui ? Quel est le message qui doit être envoyé aux Français et aux Françaises ? Moi, je reçois des messages de tous les côtés, de France, des gens, même des inconnus, des gens que je connais évidemment, mais tous me disent la même chose. C'est un beau message d'universalité, et il n'y a que la France qui pouvait lui rendre ce message, si vous voulez. C'est je veux dire, le Panthéon, c'est quand même quelque chose. Encore une fois, en son sein, il faut savoir qui repose au Panthéon. Enfin, c'est extraordinaire. C'est la quintessence de la. C'est la quintessence de la tolérance, de l'altruisme, de ce qui a façonné l'histoire de France depuis la Révolution française et le siècle des Lumières. Enfin, on cesse de venir toujours à cet angle-là. Et l'apport de l'étranger, entre guillemets, je veux dire, voilà, l'apport à la diversité, mais il y a tellement d'étrangers. Il faudrait faire une liste incroyable je crois qu'il y a Félix Eboué aussi qui est au Panthéon. Donc, il faut aller faire, de temps en temps, il faut aller faire un tour au Panthéon quand même. Il faut aller se rendre compte par soi-même. Oui. La vie de votre mère, c'est un roman. On va pas y revenir. Elle a été la romancière de sa propre existence. On va pas revenir sur tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a réussi à accomplir. Mais pour vous, son fils, quel a été son plus grand accomplissement ? Ça, c'est difficile à dire, parce que je pense que tout est consubstantiel d'une période de l'autre. Si on ne comprend pas Joséphine de la guerre, on ne peut pas comprendre celle des années folles. Celle des années folles, celle de la misère au Saint-Louis. Et puis ensuite, la ségrégation, parce que à la sortie de la guerre, elle s'aperçoit les Noirs ne peuvent pas intégrer les théâtres aux armées, ceux qui ont combattu en première ligne. Mais il est absolument hors de question. Et là, le boomerang de la ségrégation lui revient en pleine figure.
À partir de ce moment-là, oui, ça va être un affrontement avec les États-Unis à distance. Oui. Et là, je pense que c'est cette capacité à s'insurger, la LICRA, elle a appartenu à la LICRA, qui était la LICA antécédemment. Oui, elle a lutté contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre toute forme de haine, contre toute forme de ségrégation. Tout à l'heure, au moment de la cérémonie que beaucoup de gens vont suivre en direct, qu'est-ce que vous allez lui dire quand son cercueil... Alors, son cercueil qui ne contiendra pas son corps puisqu'elle repose à Monaco, sa dernière demeure. Qu'est-ce que vous allez dire à votre mère ? J'ai écrit à la toute fin je crois, du livre. Je lui ai écrit, alors je voudrais le dire mot pour mot, ça serait joli, je pense. J'ai juste, il y a 3 lignes simplement. C'est. Allez-y. Si vous permettez. On vous laisse dire vos propres mots. Ma seule et unique maman, tu ne fus pas tuée. Le 30 novembre, donc aujourd'hui. Je ne te dirai pas adieu comme il y a 46 ans sur les marches de l'église de la Madeleine où on t'avait rendu un hommage solennel de la nation. Aujourd'hui, en pénétrant derrière toi dans la crypte illustre et silencieuse, je te dirai bonjour devant cette neuve éternité qui t'accueille. Merci. Merci Jean-Claude Bouillon-Baker. Merci d'être venu ici ce matin nous parler de votre mère, cette panthéonisation. Donc, elle sera à suivre en direct sur LCI à partir de 16h. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Dans un instant, l'autre actualité du jour. C'était très émouvant, j'ai eu besoin de me remettre quelques secondes. Merci beaucoup d'avoir partagé. C'est une super émission, alors par contre, celle que je préfère. Ah, ben merci beaucoup, on a eu beaucoup de plaisir à lire votre livre. Vous restez avec nous, on va parler également de l'actualité moi j'aime que le politique. direct. Pardon ? Je n'aime que le direct. Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup. On va parler également de l'actualité politique, puisqu'il a choisi